Voilà, donc aujourd'hui, le thème, c'est la cybersécurité. Comment la directive NIS2 va-t-elle impacter votre activité? Donc, nous sommes sur des sujets hautement d'actualité aujourd'hui avec ces attaques qui ne cessent d'augmenter. Je vais vous présenter ConnectWave, qui est une association de professionnels de l'IoT et des technologies RFID sans contact, NFC, QR code, code à barre, des entreprises actives autour de la traçabilité et de l'identité digitale des objets connectés. ConnectWave fédère un réseau d'un peu plus de 15 000 professionnels qualifiés dans ce secteur, avec une dynamique régionale que nous avons créée il y a un petit peu plus d'un an, avec la création de pôles, notamment en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous rapprocher de nos adhérents. Nous sommes basés à Aix-en-Provence, qui est aussi l'Occitanie, une région fortement orientée sur les technologies biotech notamment. L'Auvergne-Rhône-Alpes rajoute un paysage plus medtech et l'Île-de-France est une plaque tournante puisque beaucoup de salons et d'événements s'y déroulent. Ce réseau d'acteurs est donc composé de logisticiens, d'offreurs de solutions et de fabricants d'objets connectés et de capteurs, d'antennes, de lecteurs, dans le secteur du retail, de la santé, du packaging, de l'aéronautique, du transport en général, de l'agriculture, de l'énergie et de la grande distribution. Donc, on regroupe beaucoup de retail et de grande distribution, tous ces logisticiens qui vont nous apporter des solutions digitales très pointues, en y intégrant de l'intelligence artificielle, bien sûr. Une palette de services que nous vous proposons, qui sont des actions de communication, des développements d'affaires, des accompagnements de vos projets. Notamment dans la communication, nous proposons 2 webinaires par mois, comme celui-ci, une newsletter mensuelle qui est adressée à plus de 10 000 abonnés, une mise en avant de vos solutions sur le web, notre site internet, mais aussi nos réseaux, les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et X, et des interviews vidéo pour vous mettre en valeur sur certaines de vos solutions ou de vos projets ou d'un nouveau collaborateur. Le développement d'affaires donc concerne plus les événements, les salons, les promotions pour exposer, mais aussi pour prendre la parole lors de conférences ou d'ateliers, répondre aux appels d'offres des marchés publics. Pour cela, nous sommes accompagnés par une expert en la matière et un outil de veille concurrentielle qui va vous permettre de répondre à ces appels d'offres pour en faire des succès. Des after-work networking, donc du présentiel autour d'ateliers thématiques, et puis les salons avec un petit tour d'exposants et vous mettre en valeur à ces moments clés. Des accompagnements projets avec une communauté d'experts que nous avons rassemblés autour de questions IoT, mais aussi tout ce qui est capteur et traçabilité de vos objets. Un accompagnement plus stratégique pour des petites structures comme les startups et les PME. La thématique abordée aujourd'hui, donc, c'est la cybersécurité. Donc, comment comprendre et appréhender la directive NIS2? Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler? Aujourd'hui, nous allons rentrer un petit peu dans le détail avec nos intervenants. Quels sont les secteurs qui sont impactés dans l'IoT, tout ce qui est technologie sans contact? Comment réagir en cas d'attaque? Donc, les bonnes pratiques. Et puis, les pénalités si vous ne restez pas actif. Nos intervenants aujourd'hui sont les suivants. Donc, Sandrina Castillo, bienvenue, chargée de relations partenariats chez SPAC, SPAC Alliance, SPAC Smart Physical Access Control. Donc, c'est Sandrina qui va nous exposer ce que c'est que la NIS2. Sandrine Ducoroy qui va illustrer ses propos avec les solutions d'Alcea et d'Assa Abloy, donc plutôt sur du contrôle d'accès, et moi-même, Sophie Tron, présidente de ConnectWave. Je vais laisser la parole à Sandrina qui va nous partager sa présentation. Merci Sandrina, à toi. Merci à vous. Merci Sophie. Alors, hop, on va partager. Tac. Ok. Est-ce que Parfait. tout est bon? Ah, Allez, c'est tout est bon. super. Parfait. Euh, donc, merci Sophie. Donc, oui, en effet. Donc je m'appelle Sandrina Castillo pour SPAC Alliance et donc, je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu l'Alliance rapidement et ses diverses ses missions.
Et ensuite, on fera un focus, bien entendu, sur cette NIS 2, donc cette directive qui doit entrer en vigueur à compter du 18 octobre prochain et également d'autres textes de règlement européen. Donc, l'Alliance SPAC, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, aujourd'hui, on a un écosystème d'une soixantaine de membres et on a été créé en 2020 avec 6 membres fondateurs au départ. Donc, Assa Abloy, pardon, Alsea et ConnectWave font partie des membres fondateurs. Et parmi ces membres fondateurs, nous avons également donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, qui va travailler sur toutes les recommandations liées à la cybersécurité et qui va également définir les certifications, prendre en charge les certifications des systèmes de sécurité et d'information. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes un écosystème d'une soixantaine de membres avec différentes typologies d'organisations, donc des industriels, des institutionnels, des fournisseurs de services numériques. Et pourquoi s'est créée l'alliance? Eh bien, pour 2 raisons principales. Donc, il manquait une alliance pour défendre les intérêts des acteurs de la sécurité physique et également, donc, avec l'évolution des textes réglementaires en Europe, eh bien, on s'aperçoit qu'on va vers une normalisation, une standardisation et donc nous portons le protocole de communication Smart and Secure Communication Protocol. Donc, qu'est-ce que c'est que protocole de communication déjà? Eh bien, ça va être la manière de communiquer. Donc, comment est-ce que le device, donc l'objet connecté, va communiquer avec le système d'information. Donc ça va être le protocole de communication, donc le standard que l'on porte aujourd'hui sur le marché européen, c'est SSCP. Donc, quelles vont être nos missions? Je vais vous en citer 3, les principales. Donc, on va parler de missions d'information, de formation, de l'information. Donc, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec ce webinaire, cette session spécifique dédiée à la partie réglementation directive NIS 2. Une mission de formation notamment sur tout ce qui peut être les technologies hautement sécurisées, ce qui devient très important aujourd'hui avec les évolutions des exigences du marché. Nous avons également une mission de représentation des industriels du marché de la sécurité auprès des institutionnels, que ce soit donc des institutionnels comme l'ANSSI ou bien des institutionnels européens comme la Commission européenne ou le Parlement. Notre mission principale aujourd'hui, quelle est-elle? Eh bien, c'est une mission de normalisation, de certification grâce à ce standard de communication dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure et qu'on essaiera de détailler plus en avant. Et ça va être une normalisation, une certification grâce au standard SSCP. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on va présenter aujourd'hui sur la partie réglementation. Et on va parler donc d'un contexte général que l'on connaît tous, qui est celui donc des cyberattaques. Des cyberattaques, au départ, donc on connaît très bien tout ce qui est tout ce qui est les mails frauduleux. On va parler de phishing, de ransomware, par exemple. Et on s'aperçoit que ces cyberattaques, elles évoluent. Et elles évoluent comment? Elles évoluent en attaque hybride. Donc, qu'est-ce qu'une attaque hybride? Quel est son principe? Et comment procède-t-on à une attaque hybride? Le principe, en fait, de l'attaque hybride, ça va être d'utiliser un biais physique pour pouvoir s'introduire au sein du bâtiment, de l'organisation, et pouvoir plus facilement atteindre le système, le cœur du système d'information de cette entité. Donc, il y a plusieurs moyens de procéder. On va mettre en avant le facteur humain. On va, par exemple, pouvoir utiliser l'empathie d'un collaborateur au sein de l'organisation qui va nous ouvrir une porte. Il y a également l'attaque à la clé USB. Donc, on va insérer un logiciel, un virus, un malware sur une clé USB qu'un collaborateur, sans vouloir, enfin, sans faire exprès, va insérer sur le PC de l'entreprise et du coup, voilà, il va y avoir une attaque cyber qui va commencer au sein de l'organisation.
L'écosystème en périphérie. Donc, on va parler également de toute la partie caméra de vidéosurveillance, donc qui peuvent être connectés, qui la plupart du temps même sont connectés à des services non sécurisés, des systèmes non sécurisés, et la partie liée au contrôle d'accès, donc avec le lecteur qu'on va pouvoir substituer, on va pouvoir voler des clés liées à l'identifiant, donc le badge de contrôle d'accès. Aujourd'hui, on a encore 70% des parcs technologiques qui sont dotés de badges avec des technologies obsolètes. Donc voilà, c'est très important. Des illustrations de ces attaques hybrides, alors, je vais vous en présenter deux rapidement. Donc, on va parler, par exemple, de l'attaque du Capitole, début 2021, donc en janvier 2021, où des milliers d'individus vont s'introduire au sein du bâtiment et vont voler du matériel informatique, des logins. Et par la suite, donc, le gouvernement va noter qu'il y a des tentatives de vol d'informations confidentielles. Un autre exemple ciblé plus sur l'industrie cette fois-ci, ça va être je vais vous parler du virus Stuxnet, donc un ver informatique qui est créé dans les années, alors aux alentours 2010, et que va être en fait l'objectif de ce virus informatique, eh bien, ça va être d'attaquer les centrifugeuses des usines d'enrichissement d'uranium en Iran. Deux exemples pour illustrer les attaques hybrides. Donc c'est très clair en fait, hein. Aujourd'hui, on a bien conscience que la sécurité physique est intimement liée à la sécurité logique et on en vient à la NIS 2, du coup, la Network Information Security Directive, fait bien le lien entre cette sécurité physique et cette sécurité logique et on va parler d'une sécurité de bout en bout. On a clairement sur le texte, dans ce texte européen, c'est la première fois qu'on a la notion de sécurité de bout en bout. Donc, c'était l'introduction pour en arriver à ce cadre européen, à ces évolutions des textes en matière de réglementation européenne. Et donc, je vais vous présenter la NIS 2, le CER. Donc, ce sont deux directives. Deux directives, on les lit pourquoi? Parce que, alors les deux, elles ont été publiées fin 2022 en même temps et elles vont entrer en application à la même période, à la même date, au 17 octobre, au 18 octobre prochain. Donc, on va avoir la directive. Alors, la NIS 2 va concerner tout ce qui est entité essentielle, entité importante. Et la directive CER, donc le Critical Entity Resilience, va concerner les entités critiques. Qu'est-ce qui différencie ces deux directives? En fait, c'est parce que, alors, le CER, donc pour les entités critiques, on va voir apparaître la notion de résilience, c'est-à-dire la capacité pour l'organisation à pouvoir poursuivre son activité en cas d'attaque terroriste, par exemple, selon des facteurs environnementaux bien particuliers, un contexte géopolitique. Donc voilà, mais dans tous les cas, ce sont des directives et avec un temps de transposition de 2 ans. C'est pourquoi publication fin 2022 et les 2 années de transposition, on en arrive donc fin 2024. Je vais vous présenter également, alors rapidement, hein, c'est juste selon l'importance des textes, il y a également la partie règlement. Donc, le règlement, le CRA, le Cyber Resilience Act, donc directives qui vont concerner les entités, les organisations. Le règlement, le CRA, lui, va concerner vraiment les produits qui vont intégrer des composants numériques. L'autre règlement dont je vais vous parler aussi, il s'agit du CSA, donc le Cyber Security Act, et je vais vous expliquer rapidement où on en est au niveau des schémas de certification européens. Donc, on entre dans le vif du sujet. La NIS 2. On parle d'évolution majeure. Évolution majeure par rapport à quoi? À la NIS 1 de 2016. Cette NIS 1, elle définissait ce qu'étaient les opérateurs de services essentiels. Donc, opérateurs de services essentiels, c'est vraiment les entités qui ont une activité qui est essentielle à la survie d'une nation. Donc, avec des exigences de sécurité qui sont bien plus élevées que pour certaines entités qui vont être concernées par la NIS 2, par exemple. Donc, les évolutions majeures, quelles sont-elles? On va avoir cette notion de sécurité de bout en bout qui va être bien spécifiée dans cette directive et bien mise en avant.
Du coup, le lien entre la sécurité physique, la sécurité logique, une multiplication par 15, par 17 des secteurs qui vont être impactés, pour le coup. Et parmi ces secteurs, donc, on va avoir également la partie supply chain. Qu'est-ce qu'on entend par supply chain? En fait, ça va être les prestataires de services des entités concernées. Et ce qui fait que voilà, on a une multiplication des secteurs impactés. D'autres d'autres conséquences qui vont être très importantes également. Donc, on va parler d'un devoir de rapport d'incident sous 24 heures, donc de la cyberattaque, et également des pénalités financières, comme ce qui avait été fait pour le RGPD en 2016. Vous avez ici donc en fait les principaux secteurs qui vont être définis comme entités sensibles. Dans les entités critiques, on va notamment parler, donc on retrouve le secteur de la santé, de l'énergie, du transport, de l'industrie chimique. Voilà, tout ça, ça fait partie, ce sont des entités critiques. Je vais vous faire une rapide différenciation entre les trois dénominations, donc entité importante, entité essentielle. Vont être définies, peuvent être définies en tout cas, et par le chiffre d'affaires et par l'effectif de l'organisation. L'entité critique, on l'a vu, on va avoir l'aspect de la notion de résilience qui va entrer en ligne de compte. Sur la droite, je vous propose un QR code que vous pourrez scanner et qui vous donnera accès au lien pour vous rendre sur le site de l'ANSSI et enfin, vous aurez accès à un formulaire donc pour vous inscrire et voir si vous êtes concerné justement par cette directive NIS 2. Vous complétez le formulaire. Alors c'est un formulaire bêta, mais vous pourrez déjà peut-être avoir des informations au niveau de la de définition de votre organisation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en fait sur cette transposition qui dure 2 ans. Donc certains pays ont déjà terminé cette transposition, comme notamment la Belgique, la Croatie ou la Hongrie. Et où est-ce qu'on en est nous? Donc en France, on est en cours de finalisation. Et donc, on a encore des décrets d'application qui doivent arriver à partir d'octobre et qui seront définitifs euh, au cours des mois suivants. Donc, on a encore quelques mois après le mois d'octobre pour avoir vraiment les détails de cette transposition. Ce qui est sûr aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va vers une standardisation du marché européen et vers des exigences en matière de sécurité qui vont augmenter. Donc, on a parlé des directives. Je vous disais qu'également, il y a des textes très importants et notamment donc, sur tout ce qui est objets connectés, IoT, objets connectés à des systèmes d'information. Et on va parler donc du Cyber Resilience Act. Ça va être une mise en conformité, en fait. Ça va toucher tous les fabricants de produits contenant des composants numériques qui vont devoir mettre en conformité leurs produits d'ici 2027 pour pouvoir vendre sur le territoire européen. Donc, on va parler de produits sensibles, donc les objets connectés, donc l'IoT, le contrôle d'accès également, la biométrie. Et alors, il y aura une liste concernant des produits critiques. Donc ça, c'est un petit aparté. Donc, ce sont des produits critiques qui vont contenir, alors on va parler de puces électroniques, par exemple, de puces de haute sécurité, qui vont devoir être certifiées pour le coup. Donc, on va arriver sur cette partie de schéma de certification européenne. Ça nous fait une transition. Donc, ces produits critiques qui devront être certifiés, donc ce sera un schéma de certification EUCC qui a été implémenté en février 2024. Et l'Europe, donc l'ENISA, travaille également sur d'autres schémas de certification qui vont concerner les nouvelles technologies, donc le cloud, la 5G. Donc, ça va être vraiment les schémas de certification au niveau européen.
Et où est-ce qu'on en est sur la partie certification des produits de sécurité physique aujourd'hui? Donc, au niveau européen, on n'a pas encore une harmonisation claire, quelque chose de défini, commun à l'ensemble de l'Union. On a des certifications nationales. Donc, chaque pays a sa propre certification de solution. En France, par exemple, on va parler de la certification de sécurité premier niveau, la CSPN. En Allemagne, ce sera la BSZ. Chaque pays, en fait, a sa propre certification. Et le but, c'est quoi? C'est d'arriver à pouvoir élaborer une méthodologie, une certification, un schéma de certification pour quelque chose de commun euh, d'ici quelque temps et d'avoir un schéma de certification européen. Aujourd'hui, on en est encore au niveau national. Donc, je vais laisser Sandrine prendre la main sur la partie. Donc, elle va pouvoir expliquer quelles sont les recommandations pour sécuriser des sites sensibles avec des produits de sécurité physique. Donc, vous présentez également un exemple lié au contrôle d'accès. Sandrine, je te laisse la main. Alors, Sandrine Ducauroy, pardon, directrice commerciale chez Alcea Assa Abloy. Sandrine, je te laisse la main. Merci Sandrina. Donc effectivement, mon propos va être d'illustrer alors de manière très macro, sans rentrer dans trop de détails techniques, ce que Sandrina a pu vous évoquer précédemment. Donc je vais commencer par revenir sur un schéma qui est issu de du référentiel ANSSI. Quand on parle ANSSI pour le contrôle d'accès, on parle d'une cible de sécurité CSPN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ensemble des éléments qui vont être évalués par l'ANSSI pour que le fabricant puisse obtenir son certificat. Donc, une des premières choses, c'est qu'il me semble que le premier référentiel est sorti fin 2012. Aucun des fabricants de contrôle d'accès à cette époque n'était prêt. Tout le monde a revu son produit pour le renforcer, le rendre plus robuste et se faire certifier. Et il y a un deuxième volet où la cible de sécurité qui est déposée par les fabricants a été élargie et actuellement on est dans cette cible. Donc je vais l'illustrer parce que là le schéma peut peut-être paraître un peu dense puisque je parlais de vulgarisation, par un autre schéma, voilà, peut-être plus simple au niveau, ou en tous les cas plus clair au niveau de la visibilité. Tout à l'heure, Sandrina parlait de sécurité de bout en bout, et moi je parlais de cible de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'élément physique. La première chose, c'est le badge qui va passer sur un lecteur, qui lui va remonter sur un contrôleur ou un automate, et tout ça va être piloté par un logiciel de contrôle d'accès. Donc la cible de sécurité aujourd'hui, elle va du badge jusqu'à l'applicatif de contrôle d'accès. Et effectivement, quand on parle de sécurité de bout en bout, vous voyez les petits cadenas sur tout ce qui va passer au niveau information pour que ce soit sécurisé. Donc, pour revenir un petit peu sur la partie infrastructure critique, je vais l'illustrer, enfin je vais parler rapidement de l'activité d'Alcea. Sandrina, si voilà, tu veux bien passer la slide, puisque là, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet en parlant cible de sécurité et puis sécurisation de bout en bout, pour faire le lien avec ce que disait Sandrina, et comment Alcea va s'intégrer dans le propos d'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ça me permet de remercier et SPAC Alliance et ConnectWeb de m'avoir invité pour illustrer le sujet du jour. Donc, Alcea est un fabricant français de systèmes de contrôle d'accès qui a rejoint le groupe Assa Abloy il y a 2 ans. Assa Abloy étant le leader mondial de la partie contrôle d'accès physique.
Et la particularité d'Alsea, c'est qu'on a intégré une entité qui s'appelle infrastructure critique, Global Solution infrastructure critique. Donc on est évidemment dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc les infrastructures critiques, c'est effectivement, on a quelques illustrations, la partie transport, logistique, supply chain, on est placé un petit peu vite, mais c'est pas grave, l'énergie, etc., la pétrochimie, enfin, Sandrina vous en a parlé tout à l'heure. Donc, si je redescends de ce côté un petit peu macro qui était quelles sont les activités, puisque Sandrina en a parlé tout à l'heure, quelles sont les entités sensibles, ben là, on a illustré par une activité qui est classée sensible, les télécoms, mais les télécoms, ça regroupe à la fois du tertiaire, des sites techniques, etc., etc. Donc, l'écosystème, lui, il peut être équipé de contrôle d'accès, on le voit de manière assez simple, mais on peut utiliser aussi le badge pour la gestion visiteur. On peut avoir également des solutions avec des clés qui vont être intelligentes, des systèmes de gestion de clés, ça vous le voyez plutôt sur la droite. La vidéoprotection, la détection intrusion, on les a mis en haut. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, j'interviens en tant que fabricant de système de contrôle d'accès, mais ça fait également partie de tout ce qui va être sécurisation d'un site. Et puis, on peut aller jusqu'à des accès qui ne sont pas équipés de réseau, etc. Donc, des solutions sans fil. Donc, ça, c'est pour envisager un peu l'écosystème que l'on a évoqué avant de manière un petit peu plus littérale. Et si je descends encore d'un cran et que je fais un focus sur le contrôle d'accès, donc c'est la slide suivante, voilà. Le zoom contrôle d'accès, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le schéma que je vous présentais tout à l'heure, mais avec là, pour le coup, non plus un schéma, mais les équipements, une tête de lecture, une carte de gestion de lecteur et un automate. Et derrière tout ça, comme je le disais tout à l'heure, là, il n'est pas représenté, on a le logiciel. Donc, pour vous, on parle de lecteurs haute sécurité, de badges qui vont être aussi sécurisés et d'automates et de cartes contrôleurs qui vont être certifiés par rapport à ce que j'évoquais, à savoir la cible de sécurité au début de mon propos. Alors effectivement, aujourd'hui, en France, beaucoup d'acteurs ont déjà des équipements de contrôle d'accès. Donc l'idée, c'est peut-être pas de tout mettre à plat, mais de migrer un site vers une solution certifiée, et ça peut se dérouler par étapes. Donc, pour le faire de manière assez générique, en termes de cybersécurité, je pense que c'est mon slide suivant. Et pour que ce soit, en fait, faire le lien avec la sensibilité de l'accès ou de votre entité, c'est-à-dire que votre activité, elle peut être classée en niveau de sensibilité, comme Sandrina vous l'a expliqué tout à l'heure. Et pour autant, si on fait le lien avec mon schéma précédent, il y a peut-être des accès, par exemple, comme les accès de l'extérieur vers l'intérieur, qui vont nécessiter un certain type d'équipement. Et puis après, je peux avoir les accès un peu communs, les ascenseurs, les salles de réunion, les bureaux. Et après, pour finir, je peux avoir les zones qui sont dites réellement sensibles. Le PCS, toute la partie cœur pour la partie informatique, les salles de crise, la R&D, etc. Donc, quand vous mettez en place une solution certifiée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale des systèmes d'information, effectivement, vous bénéficiez du plus haut niveau de sécurité. Pour autant, en tant que client, vous pouvez être soumis aux obligations légales ou vous pouvez effectivement étalonner en disant je commence par, ou en choisissant de commencer par une solution qui est conforme, qui utilise déjà des badges avec un haut niveau de sécurité. Donc, si on fait le lien avec ma slide d'avant, ça veut dire que j'utilise des badges de technologie MyFair Desfire et que j'évolue vers une solution certifiée pas à pas. Mais peut-être que mes zones critiques et sensibles, je dois immédiatement changer la typologie des lecteurs et des badges pour y accéder. Donc ça, c'était ce que l'on a souhaité aussi dans cette illustration, c'est parler de la norme, enfin de la réglementation, de ce qui est intéressant à envisager, et peut-être
Ne pas être dans une précipitation ou en se disant je vais vraiment isoler quels sont mes niveaux de sensibilité et comment je dois les protéger. Et pour terminer mon propos, là on a parlé beaucoup de systèmes, de solutions ou de normes, mais n'oublions pas les acteurs pour mettre tout ça en place. Donc on a une implication de toutes les parties pour la mise en œuvre de ce système certifié. Donc effectivement, travailler avec un fabricant qui est capable de délivrer ce type de solution, avec un installateur qui connaît les règles de l'art. Il n'est pas représenté sur le schéma, mais je pense que c'est un acteur très important. On peut avoir aussi un cabinet d'audit qui préalablement vous aide à définir ce qui doit être sécurisé ou ce qui ne doit pas l'être, ou en tous les cas pas dans la même mesure par rapport à ce que vous protégez, ce que vous devez protéger, le risque. Ou un AMO, enfin, voilà, j'ai dit cabinet d'audit ou AMO. Vous avez l'installateur qui va mettre en place la solution et le client utilisateur, le client final. Et aujourd'hui, la partie prenante qui est vraiment importante pour tous ces sujets, ça va être tous les services informatiques. Puisque là, on a parlé de sécurité physique, on a parlé de lecteurs, on n'a pas parlé, j'en ai pas parlé sur le slide précédent, mais évidemment que si on met un lecteur, mais qu'on n'a pas mis en place une porte qui est sécurisée, ça n'a peut-être pas de sens. Mais peut-être que si on met une porte très sécurisée alors qu'on a un mur en placo, ça n'en a pas non plus. Donc là, on est vraiment côté versus physique. Mais pour autant, si vous déployez un système qui a une certification et que l'infrastructure IT n'est pas au niveau, il va aussi manquer des briques. Donc l'implication de toutes les parties pour la mise en œuvre, c'est aussi la réflexion. Et c'était l'objet de mon propos sur les slides précédents, de dire, voilà, qu'est-ce que je cible, par quoi je commence et comment je fais évoluer tout ça. Et bien évidemment, une fois que le système est mis en place, eh bien, il faut le maintenir. Et vous avez peut-être tous déjà entendu parler de MCO et MCS. Alors le MCO, c'est je maintiens mon système en conditions opérationnelles, ce qui est relativement habituel et basique. Et le MCS, c'est je le maintiens en conditions de sécurité, qui va demander de la part de votre mainteneur certaines précautions, certaines formations, etc. Alors, le maintien en conditions de sécurité, pour faire simple, c'est le fait que si une faille est détectée, il soit nécessaire de soit la corriger, soit mettre en place une solution de contournement immédiatement pour garantir que votre site conserve le niveau de sécurité auquel il doit être, auquel il est rattaché. J'espère que l'illustration par des schémas, puisqu'on avait envisagé d'avoir des schémas qui étaient relativement simples pour être sur une vision macro, vous ont un petit peu aidé à, comment je pourrais dire ça, concrétiser le propos de Sandrina sur la première partie. Et puis, comme le contrôle d'accès est dans un monde aussi, il n'est pas seul et qu'on est dans un monde plutôt interopérable, je vais passer de nouveau la main à Sandrina pour la conclusion par rapport à cette nouvelle élargissement de la discussion. Alors, merci beaucoup Sandrine pour tous ces détails, pour l'expertise du coup que vous avez sur ces parties de solutions certifiées et des exigences de sécurité sur les sites sensibles. Alors de mon côté, ben voilà, on va conclure. Donc Sandrine a présenté SSCP, donc protocole de communication doté des plus hauts niveaux de sécurité, pardon, avec voilà une interopérabilité complète. Voici l'écosystème en fait qu'on souhaite avec SSCP. Donc aujourd'hui, il est implémenté sur du lecteur de contrôle d'accès, sur de l'imprimante. On veut également voilà l'ouvrir. Il est complètement ouvert pour pouvoir être implémenté sur tout ce qui est donc caméra de vidéosurveillance, la partie IoT, donc tout objet connecté. Et le but, voilà, ça va vraiment d'avoir une homogénéisation de la sécurité au sein de la sécurité physique de l'organisation. Et donc, on en vient à l'objectif premier, donc qui va être de contrer toute forme d'attaque hybride, voilà,
d'introduction au sein du bâtiment, d'éviter toutes les failles au niveau de la sécurité physique. Voilà. Donc, je pense on a terminé la présentation. Merci beaucoup, Sandrina. Donc, je Merci reprends à la vous. parole. Peut-être que c'est le même QR code qui conduit Alors, à ce test de conformité, ou peut-être on peut alors, le remettre, hein, pour ceux qui souhaiteraient. en fait, je vais vous expliquer. Donc, j'ai oublié, j'ai ajouté un QR code sur la dernière slide. Donc, s'il s'agit d'un QR code qui va vous permettre de télécharger un guide que l'on a produit pour expliquer plus en détail donc la directive NIS 2 et le CER, donc deux directives. Et donc voilà, en scannant le QR code, vous pouvez avoir accès au guide que vous pourrez également diffuser largement auprès de l'ensemble de vos partenaires. Voilà. Très bien, c'est très clair. Merci, Sandrina. C'est une belle conclusion. Donc, vous avez tous compris, ou du moins été sensibilisés à ces questions de cybersécurité et comment se munir des bonnes armes et de la bonne méthode pour pouvoir se protéger. Je vais prendre une première question qui s'adresse à Sandrine, donc à Alcea Sabloy. Est-il possible de conserver les badges existants pour les sites installés et déployer les nouveaux sites avec la nouvelle technologie? Donc, comme vous avez parlé de badges, d'accès, de contrôle d'accès, je pense que cette question vous est destinée. Je vous laisse y répondre. Merci Sophie. Alors effectivement, ça fait le lien avec, je crois que Sandrina, dans sa présentation, parlait de parcs qui aujourd'hui, de parcs installés qui est encore beaucoup en technologie 125. Alors on sait que c'est une technologie qui est aisément reproductible. Donc c'est vrai que pour le coup, on est immédiatement sur une faille de sécurité évidente. Donc conserver ces technologies de badge ne semble pas une bonne idée par rapport aux propos qu'on a eu aujourd'hui. Pour autant, moi, je rencontre souvent des clients qui ne souhaitent pas modifier l'entièreté du parc, ou peut-être pas tous les accès. Et certains me disent, j'ai eu le cas dernièrement d'un client qui me disait, voilà, je sécurise l'accès à certaines zones, je mets en place de nouveaux lecteurs, et pour les zones qui me paraissent assez peu sensibles, je ne vais pas tout modifier dans un premier temps. Donc, on travaille avec des fabricants des fabricants de contrôle d'accès, j'allais dire, mais de tête de lecture, parce que pour le coup, sinon, ça risque d'être confus, qui vont être capables de proposer des lecteurs qui vont pouvoir lire une ancienne et une nouvelle technologie. Et vous avez aussi des badges qui vont pouvoir porter les deux technologies, mais encore une fois, pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, c'est de bien analyser de quels accès, enfin, quels sont les accès sur lesquels il faut absolument augmenter le niveau de sécurité. Et là, conserver un badge en technologie 125 ne serait absolument pas acceptable, ou en tous les cas tellement pas du tout recommandé. De la même manière qu'on a beaucoup de clients qui trouvent que c'est assez simple d'utiliser un QR code pour les accès des gestions visiteurs. Évidemment que dans ces cas-là, on est totalement opposé à tout ce que l'on vient de décrire aujourd'hui. Mais peut-être que les accès auxquels les accès peuvent passer les visiteurs n'ont pas de niveau de sensibilité important. Ensuite, au niveau des systèmes, l'idée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est de compartimenter les zones. Et ça va être aussi une analyse avec les équipes informatiques pour que les zones qui soient ultra sensibles soient absolument hermétiques au niveau du système. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Donc là, on prend conscience de cette gestion de risque par étapes pour pouvoir aussi lisser les coûts, parce qu'il y a un investissement à prévoir sur cette mise à jour d'équipement. Donc ça peut-être effrayer certains, mais néanmoins c'est très efficace, puisque quand on relativise et que l'on compare avec les coûts d'une intrusion, voilà, ça n'est pas de commune mesure. N'hésitez pas à poser vos questions donc dans la petite bulle de chat qui est en bas de votre écran.
Comment faire accepter ces nouvelles régulations au sein de votre organisation? Voilà, alors je vais peut-être laisser la parole à Sandrina sur ce point précis. Comment vous orienteriez une organisation dans tel ou tel secteur? Alors, donc en fait, oui, il va y avoir des choses à mettre en place au sein des organisations, notamment de la formation pour l'ensemble des salariés, des collaborateurs de l'entité. Et bien, pour le coup, donc ça fait également partie. On a une offre de service qui est en train de se mettre en place avec l'ensemble de nos membres et leur expertise, puisqu'en fait, on est en train de refondre notre site web, donc il va être bientôt disponible sous quelques semaines. Et on va proposer donc une offre de service, donc de formation sur ce que peut être comment dire des technologies sécurisées, comment faire aussi de la migration de sites en douceur dont parlait Sandrine juste avant. De la formation sur les technologies, ben voilà, les Deathfire, qu'est-ce que c'est que la Deathfire? Le but vraiment, c'est au final que l'utilisateur final soit complètement maître de sa sécurité. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. C'est pourquoi on travaille sur tout ce qui est technologie ouverte, non propriétaire. Et donc, la formation va être vraiment très importante pour chaque entité et l'ensemble des collaborateurs afin d'impliquer tout le monde aussi dans ce projet d'augmentation enfin, de devoir élever les niveaux de sécurité au sein de l'organisation. Tout le monde va devoir euh, collaborer et prendre partie à ce projet. Merci Sandrina. Alors une autre question aussi qui vous est destinée. Donc, quels sont les délais pour appliquer ces exigences liées à la NIS 2? Parce Alors, que vous avez parlé du 18 octobre, hein, c'est ça, 2024, donc ça arrive très vite, hein, tout de suite après l'été, enfin une rentrée déjà bien chargée. Donc, quelles seraient vos préconisations pour pouvoir entamer la démarche? eh bien, en fait, là, si vous voulez, on a une entrée en vigueur donc, au 18 octobre. Après, comme je l'expliquais aussi, on a encore quelques mois le temps d'avoir les décrets d'application qui soient finalisés, euh, puisque c'est l'ANSSI qui se charge de cette transposition de la NIS 2. Et donc, on attend encore quelques détails qui devraient être finalisés courant 2025, au printemps 2025. Donc là, on est vraiment en amont. On essaye de sensibiliser. On n'est pas là non pour faire peur aux acteurs du marché, aux utilisateurs finaux. C'est vraiment de la sensibilisation, de l'information. Et donc les choses elles vont se mettre en place petit à petit. Et voilà, il faut laisser encore quelques mois. Mais en vous connectant notamment, alors je vous ai transmis le QR code pour vous connecter sur l'ANSSI et pouvoir répondre au formulaire et pouvoir déjà peut-être vous identifier en tant qu'entité sensible. Peut-être que vous Mais pouvez le l'ANSSI, remettre, bien sûr. peut-être, voilà, pour qu'on Alors, puisse on va essayer le scanner à de le nouveau. remettre. Euh, je reviens en arrière pour le coup. Voilà. Mais donc, sur le site de l'ANSSI, vous avez pas, Voilà. euh, vous aurez pas mal d'aide, d'accompagnement aussi. Donc, ne pas hésiter à se rendre sur le site. À noter aussi qu'il y a les entités sensibles qui seront définies sur les annexes de, de l'ANSSI. Annexe 1, annexe 2 pour la partie, pour tout ce qui touche à la cybersécurité. Donc, il y aura également un listing sur ces annexes. Donc voilà, mais il y a un accompagnement qui sera fait. Et nous, aujourd'hui, on est vraiment sur la partie sensibilisation et donner un maximum d'informations pour alerter un petit peu les différentes parties du marché européen et notamment donc Michael Van Glas, le secrétaire général de l'Alliance, se déplace sur les différents
pays européens depuis quelque temps, donc il se déplace sur divers événements pour communiquer sur l'Alliance, pour communiquer sur ces évolutions de textes réglementaires, communiquer également sur le standard de communication, donc le protocole de communication standard européen SSCP. Enfin, voilà. Notre mission aujourd'hui, elle est là et je pense on aura beaucoup plus de détails dans les mois à venir. D'accord. Merci Sandrina. Donc du coup, ça veut dire que vous avez une possible intervention auprès des comités européens pour certifier et puis pour orienter peut-être les démarches de certification, de conformité. Alors, ce qui est C'est sûr, ça c'est ou... que nous discutons beaucoup. Donc, comme on représente les acteurs, les industriels du marché auprès des institutionnels européens, donc on travaille avec les institutionnels comme la Commission européenne, par exemple, participe à des groupes de travail. Et donc, on aide. Alors, par exemple, pour la NIS 2, on avait insisté auprès des institutions européennes, auprès de la Commission, sur l'importance qu'il y avait à inclure la sécurité physique, à faire le lien entre cette notion de sécurité physique et sécurité logique. Donc, on a toujours quand même un temps d'avance. On essaie vraiment de faire passer les réalités du terrain, la réalité du marché auprès des institutionnels et on peut comme ça également aider à faire évoluer les textes réglementaires. Très bien, donc c'est important de porter la voix de nos entreprises françaises aussi pour Et européenne. ajuster, et Mm. européennes, pour Oui. ajuster cette conformité au plus grand nombre, au plus grand des offreurs de solutions pour satisfaire les clients. Je n'ai plus d'autres questions. Peut-être que vous voulez avoir un dernier mot de la fin ou on peut conclure et libérer donc nos invités. Quelqu'un veut prendre la parole ? Écoute, Sophie, moi, donc j'ai apprécié cet échange et cette invitation. Et dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est ultra important en disant effectivement, la mise en place de ces solutions, elle a un coût, mais quel est-il par rapport à la menace et au risque? Donc, j'ai envie de reprendre ta phrase, de te plagier, mais effectivement, il y a l'analyse de risque, il y a le niveau de sensibilité, et puis dans cette analyse de risque, oui, je dois investir, mais quelque part, si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça pourrait entraîner au niveau de mon activité? Donc, j'ai trouvé ça très juste. Merci. Je t'en prie, Sandrine, merci d'avoir souligné cet aspect-là, qui est également le titre de notre webinaire aujourd'hui. Donc, est-ce que votre activité est impactée par cette conformité NIS 2? Je vous remercie à tous. Vous pourrez Merci. revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec Sandrine Ducourroy, donc Alcé Assa Abloy, et Sandrina Castillo pour cette fameuse SPAC Alliance qui va vous accompagner et vous mettre en sécurité. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Au revoir.